Donc on attaque le problème partie 1. Alors un petit peu de notation, on a le produit scalaire de E, parce que E est euclidien de dimension n, et celui de F, qui est euclidien aussi de dimension m, on a deux produits scalaires. On a défini tout à l'heure l'adjoint de U, d'une application linéaire U de E dans F. Et donc, finalement, on voit bien qu'on est en train de généraliser la notion d'adjoint d'un endomorphisme. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a des choses qui doivent être redémontrées parce que on parle d'adjoint d'une application linéaire. Donc, il faut remettre un petit peu des fois les mains dans le cambouis pour redémontrer des choses qu'on sait, mais dans un contexte légèrement différent. On admet sans justification les propriétés suivantes. V rond U étoile égale U étoile rond V étoile. Voilà, donc il nous sauve un petit peu hein, en nous disant ce sera possible d'admettre tout ça. Et l'adjoint de U étoile, c'est-à-dire U étoile étoile égale U. C'est cette petite bidualité, hein, c'est finalement ce qu'on appelle la dualité, avec la notion de bidual, en quelque sorte, qui est implicite, hein, évidemment. C'était pas la peine de parler du bidual pour... mais c'est ça qui va nous permettre de dédoubler, en quelque sorte, les propositions ou les résultats qu'on va obtenir au fur et à mesure qu'on avance dans le problème. Voilà, on est arrivé là maintenant au problème. Donc les premières marches du problème, partie 1. Et il faut démontrer, première question, que ker de U étoile rond U est égal à ker de U. Donc attaquons le problème, partie 1. Alors la première question, donc on a évidemment ker U qui est inclus dans ker U étoile rond U, hein. Évidemment si U de x est égal à 0, U étoile de U de x vaut 0 par linéarité, donc ça il n'y a pas de problème. C'est l'inclusion réciproque qui est un petit peu plus délicate, donc on part de x dans ker de U étoile rond U, eh bien on a U de x, le produit scalaire hein, sur f évidemment, qui est égal par le côté adjoint de U étoile à x U étoile rond U de x. Voilà, et comme on est dans ker de U étoile rond U, ça fait 0, donc par linéarité, à droite ça fait 0 ici, et maintenant ça veut dire que U de x est nul, puisqu'on a un produit scalaire, donc une forme définie positive, et donc x appartient à ker de U. Bon, ça peut paraître une astuce, évidemment, hein, mais en fait, oui, c'est une astuce, on va dire, c'est un classique dans les méthodes sur les produits scalaires euclidiens. Deuxième question. Il faut démontrer que les valeurs propres de U étoile rond U et de U rond U étoile sont des nombres réels positifs. Alors l'endomorphisme U étoile rond U, ce qu'il y a, c'est qu'il est auto-adjoint. Voilà. Et donc, en fait, jusqu'à présent, c'est ce qu'on a dit au départ, on n'a pas de théorème sur les applications linéaires et l'adjoint d'une application linéaire. On a des théorèmes sur les applications, les endomorphismes, quoi, hein, et l'adjoint d'un endomorphisme. Mais en revanche, U étoile rond U, lui, c'est un endomorphisme de E. Donc là, on est autorisé à faire des choses. Et il se trouve qu'il est auto-adjoint, c'est-à-dire que ici, vous avez ce produit scalaire-là sur E, on passe, donc x et x' sont des éléments de E, évidemment, on passe par un produit scalaire ici sur F, par la propriété d'adjoint de U étoile, et ensuite on réutilise la propriété d'adjoint de U étoile. Alors ici on a utilisé que l'adjoint de l'adjoint, c'était U, voilà. Donc là, et ici on réutilise U étoile. Voilà, et donc on a U étoile rond U qui est auto-adjoint d'après cette formule-là. Mais ça veut dire, par le théorème spectral, que toutes les valeurs propres sont réelles. Ça, on a le droit de l'utiliser. Après, on a le droit de le redémontrer, mais je pense que c'était pas utile. Donc maintenant, il faut montrer qu'elles sont positives, ça c'était demandé. Donc soit lambda une valeur propre, dont on sait qu'elle est réelle, donc x est un vecteur propre, hein, il est dans E, et on a
lambda xx, e, donc ce lambda fois ce produit scalaire. Alors je rentre lambda à l'intérieur, ça fait lambda x, je le rentre à droite, ça c'est u étoile rond u de x, parce que x c'est un vecteur propre pour l'endomorphisme u étoile rond u. Voilà, maintenant j'utilise le côté u étoile est égal à u, ici, donc j'ai ça comme tout à l'heure, et ça c'est une norme euclidienne, donc c'est positif ou nul. Voilà. Maintenant, il ne faut pas oublier de dire que x c'est un vecteur propre, donc x, le produit scalaire est non nul, alors c'est que lambda est positif ou nul. Alors maintenant, on veut montrer que U rond U étoile, qui est un endomorphisme de F, est auto-adjoint avec des valeurs propres positives. Mais oui, mais c'est exactement la même chose. Justement, c'est là où le côté bidual, entre guillemets, va nous servir. Quitte à remplacer F par E et E par F, alors si on pose V égale U étoile, on va avoir que V rond V étoile, ça va être exactement U étoile rond U. Et on obtient par dualité l'assertion sur U rond U étoile comme endomorphisme de F, exactement la même assertion. Voilà, c'est ça la magie un peu de la dualité, c'est de multiplier par deux les assertions. Mais bon, évidemment que quelqu'un qui n'aurait pas utilisé ça et qui dit de même, ça me paraît assez acceptable, ou quelqu'un qui refait la preuve, bon, c'est ennuyeux, mais tout à fait acceptable. Troisième question. Soit lambda, un nombre réel strictement positif, vérifiez que U de E lambda est inclus dans F lambda, et que U étoile de F lambda est inclus dans E lambda. Alors, il faut montrer que l'image de E lambda par U est dans F lambda. Donc, il faut regarder U rond U étoile de U de X, en partant de X dans E lambda. Et il faut montrer que ça fait lambda U de X. Comme ça, on aura bien notre assertion. Alors bon, bah oui, c'est facile, ça fait U rond U étoile de U de X. Maintenant, par associativité, ça fait U de U étoile rond U, le tout de X. Comme X est dans E lambda, ça fait U de lambda X. Et ça fait lambda U de X. Donc on retrouve que U de X est un élément de F lambda. Alors ce que je trouve juste un petit peu curieux, le seul, bon, je dis, ce problème, il est super, il est propre, il est net, il a plein de qualités. Là, j'ai juste pas compris pourquoi on demandait que lambda soit non nul. Ça peut mettre le doute chez le candidat, parce que lambda non nul n'intervient pas ici. Bon, il intervient dans la question suivante, évidemment, mais bon, dans cette question, lambda non nul n'intervient pas. Voilà. Alors, encore une fois, l'autre assertion provient de la dualité, mais on peut mettre de même, et on peut mettre des tas de choses, quoi. On peut répéter le raisonnement si on a peur de perdre des points. Bon, je ne sais pas comment les choses seront notées, mais a priori, tout ça, ça me paraît très acceptable. Donc maintenant, on va considérer U lambda, l'application linéaire induite, hein, d'accord, de E lambda vers F lambda, hein, puisque d'après 3. Et si lambda est un nombre réel strictement positif, il faut démontrer que la dimension de E lambda et dimension de F lambda sont égales. Et que U lambda sur racine carrée de lambda est une isométrie de E lambda sur F lambda. Alors là, on va supposer que lambda est strictement positif, et j'affirme que par la question 1, U lambda est injectif. Bon, pourquoi? Parce qu'on va regarder ker de U indice lambda, donc évidemment, comme c'est une restriction, hein, c'est un induit, une application linéaire induite, on va dire, c'est ker de U inter E lambda, bien sûr, mais ker de U, c'est exactement ker de U étoile rond U, d'après ce qu'on a vu dans la question 1, inter E lambda, mais ça,
ça c'est E indice 0, donc on sait que les sous-espaces propres sont en somme directe, quand ils sont distincts, évidemment, et comme lambda est différent de 0, bah, ils sont distincts, et donc là, ça va être 0. Donc on voit que U lambda est injectif, hein, dès que lambda est non nul. Bah, si lambda est nul, évidemment, U lambda est complètement pas injectif, c'est-à-dire il est nul. Voilà. Donc, par la question qui précède, bah ici, par injectivité, on a dim de E lambda est inférieur ou égal à dim de F lambda. Et on peut faire la même chose par dualité, et on a l'inégalité inverse d'après ce qui précède. Hein, et puis, c'est-à-dire qu'on peut faire exactement la même chose en remplaçant U étoile par V. Et donc, les dimensions sont égales. Alors maintenant, on veut montrer qu'on a une isométrie. Alors, il faut montrer le côté isométrique, c'est-à-dire que U lambda sur racine de lambda, alors ça, on a le droit d'en parler parce que lambda est strictement positif, que ça, c'est une isométrie de E lambda dans F lambda. Donc, on regarde le produit scalaire ici, en partant de xx' dans E lambda, et il faut que ce soit le même produit scalaire que xx'. Bon, mais là, dans E, évidemment. Hein. Donc oui, parce qu'on peut sortir 1 sur racine lambda et 1 sur racine lambda, ce qui fait en tout 1 sur lambda par bilinéarité. Et ensuite, ben, on va avoir U lambda ici. Par la propriété de l'adjoint, on va avoir U lambda étoile. Et comme U lambda, ben, c'est U hein, finalement, donc on peut parler, et que U lambda étoile, il va de F lambda dans E lambda, eh bien on va bien avoir. Alors ça va faire ben, lambda x, parce que x est dans E lambda, et x'. Voilà. Alors le lambda, on le sort, ben, oui, et puis ça disparaît. Hein, donc on a bien ça, on a bien la propriété d'isométrie. Alors c'est amusant de noter qu'on ne s'est pas servi du fait que, vraiment du fait, disons, que x' appartenait à E lambda. Vous allez me dire oui, puisqu'on applique U lambda, mais on aurait appliqué U, ça n'aurait pas changé vraiment grand-chose ici. Bon, on avait besoin que x et x' soient dans E lambda, évidemment, pour pouvoir dire c'est une isométrie. Mais le x', on ne s'est pas vraiment servi qu'il était dans E lambda, il serait dans E, ça aurait été pareil. Alors c'est bien du fait que s'il n'est pas dans E lambda, il est dans une somme directe de E mu, et pour les autres mu, bah, ce produit scalaire, il va faire 0. Voilà. Et, donc, et puis ça aussi, ça fait 0. Donc on a aussi 0 égale 0, et ça marche encore. Mais bon, c'était des considérations qui sortaient du cadre du problème. Alors, c'est peut-être pas tout à fait vrai qu'on a une isométrie à partir du moment où on a cette formule. Il faut rappeler que les dimensions sont égales pour avoir cette formule. Sinon, ce ne serait pas une isométrie si on prenait une injection isométrique, on va dire, d'un espace vers un espace plus grand. À vérifier. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être pas mauvais de rappeler ici qu'on a égalité des dimensions, donc ceci est bien une isométrie. Cinquième question, on va noter lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda r, les valeurs propres non nulles de U étoile rond U, répétées selon leur multiplicité, et il faut montrer l'existence de bases orthonormées, E de grand E, F ici de grand F, tel que U de EI, c'est égal à racine de lambda I FI, pour I allant de 1 à R, et 0 sinon. Alors là maintenant, on considère les valeurs propres non nulles, ici, puis de U étoile rond U, donc les autres valeurs propres, avec multiplicité, on les compte avec multiplicité, et les autres valeurs propres sont nulles. Alors, le théorème spectral, qu'on peut utiliser, hein, attention, le théorème spectral, il est tout à fait utilisable, hein, parce qu'on a un endomorphisme, U étoile rond U est un endomorphisme, donc les sous-espaces propres E lambda sont 2 à 2 orthogonaux, en somme directe, la somme étant E, hein, c'est diagonalisable en base orthonormée, c'est bien connu.
Et les sous-espaces propres de F lambda sont aussi 2 A2 orthogonaux avec une somme F. Pour chaque E lambda, on construit une base, bien sûr, qu'on orthogonalise par Gram-Schmidt, bon, qu'on a l'habitude. On concatène toutes les bases des E lambda pour obtenir une base forcément orthonormée EI de E, parce qu'ils sont 2 A2 orthogonaux. Et donc, les R premiers éléments des EI, donc E1 jusqu'à ER, là, correspondront aux valeurs propres strictement positives, et puis les autres pour la valeur propre nulle. Maintenant, on va poser FI égale 1 sur racine de lambda I U de EI pour I de 1 à R, c'est-à-dire que comme lambda I est strictement positif, on a le droit de faire ça. Et d'après ce qui précède, d'après la question 4, les FI forment une famille orthonormée de F. C'est parce que U sur racine des lambda I, donc ici, quand on regarde juste U sur EI, c'est comme un U indice lambda I. Donc là, ici, on va avoir une famille orthonormée. Bon, c'est facile de le voir. Et on complète maintenant, alors attention, c'est de I de 1 à R, et maintenant on va compléter par une base orthonormée de ker de U étoile, c'est-à-dire de F0, le sous-espace propre de U rond U étoile, pour la valeur propre 0, ce qui revient à dire ker de U étoile d'après la question 1. Et donc on obtient comme ça une base orthonormée Fi. Alors maintenant j'affirme que c'est fini avec grâce à 1. Alors allons-y. Il faut montrer que, donc, alors bien sûr les EI ça forme une base orthonormée, les FI par construction forment une base orthonormée, au départ c'était juste de 1 à R, puis ensuite on a complété en une base orthonormée avec forcément une base adaptée à ker de U étoile, qui est égale à ker de U rond U étoile. Et maintenant, pour chaque EI dans E lambda, on va bien avoir ça, donc pour le lambda strictement positif. Pour lambda nul, U de EI égale 0 d'après 1, d'accord, puisque lambda est nul, donc on est dans ker de U étoile rond U, donc dans ker de U, et donc U de EI égale 0, donc on a bien exactement ce que l'on voulait. Alors dans le 6, on va considérer une matrice M à M lignes et N colonnes à coefficient réel et de rang R. Petit a, il faut montrer l'existence d'une suite décroissante de sigma i de 1 à R. Ce sont des réels strictement positifs et de matrices orthogonales P et Q, alors P dans OM de R et Q dans ON de R, telles que M égale P D Q, et D, c'est la matrice dont les coefficients DIJ sont donnés par les DIJ, c'est les sigma I, c'est une matrice diagonale, donc c'est que pour DII. Et donc c'est les sigma I et 0, bien sûr, si on dépasse R. 6A, alors on a M, une matrice à petite m ligne et n colonnes, réelle, de rang R. On considère l'application linéaire de U, munie de leur structure euclidienne, donc Rn et Rm. D'accord. Donc le premier truc à faire, c'est partir de cette matrice et tout de suite se ramener à un endomorphisme, mais avec Rn et Rm, E ça va être Rn, et F, Rm, munis de leur structure canonique, euclidienne canonique. Avec la matrice M, d'accord, la matrice de U, ça va être M, dans la base canonique de Rn et de Rm, qu'on va appeler B indice N, B indice M pour ne pas les perdre. Maintenant, on construit les bases EI et FI comme dans le 5, pour le U qu'on a ici. J'appelle Q la matrice de passage de Bn vers E, P la matrice de passage, attention, de F vers Bm, donc l'inverse. Alors, là, il y a une erreur, c'est Q qui est dans ON, d'accord, et P est bien dans OM. D'abord, ce sont des matrices de passage, donc P est dans GLM et Q est dans GLN, donc il faut lire Q ici à droite, là.
Et puis ensuite, Bn est une base orthonormée de Rn, puisque c'est la base canonique pour la structure, pour Rn muni de sa structure euclidienne canonique, et E est orthonormé par construction. Pareil pour P, qui est matrice de passage de F vers des FI ici, vers Bm. Hein, d'accord, donc exactement pareil. Donc les deux sont des matrices orthogonales, bon, L de taille M et Q de taille N. Donc par ce qui précède, la matrice de U pour les bases E et F, alors là, on est dans la question 5, on nous dit que c'est juste la diagonale ici. D'accord, c'est-à-dire que U de EI est égal à racine de lambda I fois FI. C'est exactement ce que ça dit ici. Et maintenant, par les formules de changement de base, ça va nous donner M égale P fois D fois Q, sachant que, bon, c'est pour ça que P, j'ai pris pour P la matrice de passage de F vers BM et non pas de BM vers F, parce que sinon je serais tombé sur un P-1 ici, et l'énoncé voulait un P. Donc, un petit artifice ici. Voilà, donc on a M égale P fois D fois Q. Petit b, on suppose que M égale N et que grand M est inversible, cette fois-ci. Dans le contexte avec les notations de la question petit a, il faut démontrer que le produit PQ ne dépend que de M et non de la factorisation M égale P dQ utilisée. On suggère d'examiner la décomposition polaire de grand M. Donc là, on attaque la jolie dernière question du grand 1. À mon avis, il était intéressant de sauter, bon, parce que voilà, c'est dernière question de partie, souvent c'est des questions synthèse, voilà. Alors c'est intéressant pour l'intérêt du problème, effectivement, c'est bien. Pour l'évaluation, c'est pas évident que ce soit rentable, enfin, c'est un conseil que je donne. On suppose donc M égale N et M inversible. On sait que comme M est inversible, elle possède une décomposition polaire unique. M est égal à O fois S. Et ça, c'est la décomposition polaire de M. O, il appartient à ON, donc c'est une matrice orthogonale, et S, c'est une matrice symétrique définie positive. On écrit M égale P fois D fois Q, donc M transposé, c'est Q transposé fois D transposé, mais D transposé c'est D, fois P transposé, voilà. Ce qui va faire que quand on va calculer S2, on sait ici que S2, donc si on calcule M transposé M, là ici, comme O est orthogonal, ça va nous faire S2. Bien, ça c'est facile. Maintenant, on calcule d'une autre manière M transposé M, d'accord? Comme on a ces deux égalités, ça nous fait deux façons de calculer M transposé M, donc d'une part S2 ici, et d'autre part avec ça, ça va nous faire Q transposé D2Q. Alors pourquoi? Parce que quand on va avoir P transposé P, quand on va multiplier ici, ça va s'éliminer parce que P transposé P, c'est l'identité, et il va y avoir D2 au milieu, et Q transposé ici, et Q là. Alors maintenant, je ne sais pas comment dire, mais on sait prendre la racine carrée ici. Alors, par exemple, je proposerais de dire, on prend S égale Q transposé dQ. Ça va être une matrice symétrique définie positive. On prend O égale M fois S-1, et on vérifie facilement que O est orthogonal. Donc par unicité de la décomposition polaire, parce que ça c'est un théorème qu'on a, alors S égale Q transposé dQ est bien S. D'accord? Alors S est bien égal à Q transposé dQ. Voilà. C'est bien une matrice symétrique définie positive qui va vérifier ce truc-là avec O égale M S-1. Alors maintenant, je vais écrire P fois D fois Q égale M, bien sûr, égale OS. Mais maintenant, OS, je vais l'écrire O Q transposé DQ, ce qui va me permettre de simplifier
par Q et par D. Alors pourquoi? Toujours Q est orthogonal, donc c'est inversible. Et D, eh ben D, qu'est-ce qu'on peut dire? D, c'est une diagonale, mais il n'y a pas de 0 sur la diagonale, puisque M étant inversible, toutes les valeurs propres, ici, sont non nulles. Ce sont les valeurs propres de M transposé, c'est les racines carrées des valeurs propres de M transposé M, qui sont toutes non nulles, forcément, parce que M transposé M, du coup, est inversible. Donc D, on peut simplifier par D, c'est inversible, et il va rester P égale OQ transposé. Mais Q transposé, c'est Q moins 1, donc ça fait PQ égale O. Et donc ça veut dire que le produit PQ, lui, est indépendant, par unicité de la décomposition polaire, du choix de la factorisation. Voilà, et on avait terminé ainsi la partie 1.